Vous êtes sur Europe 1, il est midi. L'ensemble des épreuves du brevet et du baccalauréat général technologique et professionnel sera validé en contrôle continu. Un bac 2020 basé sur le contrôle continu, dixit donc Jean-Michel Blanquer. Explication à suivre, première réaction aussi de lycéens. Et nous serons avec la FCPE, le premier syndicat de parents d'élèves. Nous interrogerons aussi Claude Lelièvre, historien de l'éducation. Situation inédite, situation historique. Nous nous attarderons ensuite sur cette phrase hier soir d'Édouard Philippe. Le déconfinement, ça n'est pas pour demain matin. Aujourd'hui, c'est la logique du confinement qui doit prévaloir. Elle doit prévaloir au moins jusqu'au 15 avril et peut-être plus longtemps. Le Premier ministre qui s'entoure de nouveaux experts de santé, des logisticiens. Nous passerons au crible cette nouvelle équipe et ses objectifs. Ce soir, sur le calendrier scolaire de la zone C, ce sont les vacances. Et oui, mais vous n'avez pas oublié que nous étions en confinement. Des gens qui partaient soi-disant s'occuper d'une personne. On s'est rendu compte qu'ils partaient rejoindre une petite copine qui habitait en province. 160 000 policiers et gendarmes qui veillent et ne se font pas berner par des excuses bidons. Attention, un bobard peut vous coûter 135 €. Nous serons avec la gendarmerie dans ce journal. Revoici le professeur Raoult. Ce matin, il fait part de ses nouveaux tests à l'hydroxychloroquine sur 800 patients désormais. Résultat probant. Nous, on continue à avoir des données qui montrent que quand on détecte les gens, quand on les soigne au début de la maladie, on a des résultats qui évitent une évolution défavorable. 50 000 tests faits par le professeur Raoult. Nous serons à Marseille dans ce journal. Nous irons aux États-Unis où plus de 27 millions de personnes non couvertes par les assurances vont faire face au coronavirus. La spécialiste des États-Unis, Elisa Schell, est notre invitée. Ce alors que l'Europe vaincra, affirmation haut et fort de la présidente de l'Union européenne. Cette crise, personne n'est capable de la maîtriser toute seule, mais nous sommes capables de lutter contre le virus ensemble. Ensemble, dit Ursula von der Leyen, en exclusivité ce matin sur Europe 1. La météo, Anissa Haddadi. Bonjour Anissa. Bonjour Pierre, bonjour Raphaël, bonjour à tous. Des nuages au nord et du soleil au sud. Oui, exactement Pierre, sur la moitié sud, le soleil va dominer cet après-midi. Attention tout de même au vent, Mistral et Tramontane qui vont se renforcer cet après-midi. Puis au nord, le ciel est beaucoup plus capricieux avec même des averses avant un très très beau week-end. Je vous donne tous les détails à la fin du journal. Merci Anissa, on vous retrouve juste avant 13h. Météo complète en direct bien sûr sur Europe 1. Europe 1, écoutez le monde changer. Et il change effectivement ce monde et vous le constatez chaque jour avec nous en direct. Il change notamment pour les lycéens. Quel bac pour 2020 ? Jean-Michel Blanquer, Pierre, a pris la parole. C'était en toute fin de matinée. Oui, devant l'incertitude de pouvoir acter une date d'examen, le ministre de l'Éducation a donc, comme attendu, misé sur le contrôle continu. Concrètement, ce bac, comment va-t-il se dérouler, Virginie Salmen ? Eh bien, ce sera donc 100% contrôle continu pour les élèves de terminale générale et technologique. Ça veut dire que ce sont les notes des 3 trimestres qui vont être prises en compte, à l'exception des notes obtenues pendant la période de confinement. Ensuite, un jury va examiner le livret scolaire de chaque candidat en tenant compte, le ministre a beaucoup insisté là-dessus, de l'assiduité jusqu'à la fin de l'année. Ce sera la condition sine qua non pour décrocher son bac cette année. Les oraux de rattrapage doivent être maintenus selon le même principe pour les élèves qui ont entre 8 et 10 de moyenne. Et pour ceux qui ne décocheront pas le bac du premier coup, il y aura une session de septembre qui tiendra compte aussi de l'assiduité et de la motivation, annonce Jean-Michel Blanquer. Pour les élèves de bac professionnel, de BEP et de CAP, ce sera également du contrôle continu avec un jury d'examen qui se penchera sur les livrets scolaires. Le ministre a expliqué pourquoi il a tranché en faveur de ce scénario pour le bac. Tout ce que nous faisons, c'est, je le redis, à la fois un système de bienveillance, mais aussi un système qui incite au travail. Nous incitons au travail dans la période actuelle, d'une manière équilibrée, d'une manière qui réussit à inclure tout le monde, et qui aussi ne conduise à faire ni du trop ni du pas assez. Mais aussi, nous voulons de la personnalisation pour chacun, d'une manière qui va peut-être même être renforcée par rapport aux conditions habituelles, puisque les jurys seront particulièrement attentifs au parcours de l'élève, à sa motivation, à son assiduité. Virginie, qu'en est-il des élèves de première, le bac de français et les fameuses 3C ?
Alors, pour l'écrit du bac de français, ce sera du contrôle continu sur la base des notes de l'année, sauf, encore une fois, celle du confinement, mais l'oral du bac de français est maintenu. Il y aura un peu moins de textes à étudier, une quinzaine, et 12 textes en filière technologique. Pour les E3C, ils n'auront pas lieu. On prend exceptionnellement en compte la session du début de l'année et on fera la moyenne avec celle du début de terminale. Vous savez, il y a une session en début de première et en début de terminale d'E3C. Ce sera la moyenne de ces deux-là. Maintenant, un mot des collégiens. Ils auront plus de cours que d'habitude, annonce le ministre. On a l'occasion de ne pas gâcher le mois de juin, de faire pleinement classe pour une fois, puisqu'il n'y a pas d'examen qui occupe et qui paralyse les établissements. Donc, les cours vont durer jusqu'au 4 juillet. Le brevet sera aussi en 100% contrôle continu, mais attention, il ne faut pas lâcher le stylo. L'assiduité comptera pour l'obtention du brevet des collèges. Et puis pour les étudiants en BTS, ce sera du contrôle continu. Les détails doivent être annoncés d'ici quelques jours. Merci de ces précisions, Virginie Selmen. Je vous propose d'écouter tout de suite les toutes premières réactions de lycéens. Je suis soulagée parce que ça prouve quand même du niveau général d'un élève, le contrôle continu. Je sais que j'aurai mon bac parce que j'ai 17 de moyenne générale, donc je sais déjà quelle mention j'aurai. Ouais, je suis soulagée que ça se finisse comme ça, ouais. J'aurais aimé peut-être une épreuve finale pour déjà concrétiser l'année, dire qu'on n'a pas travaillé pendant 3 ans pour rien, pour pas passer d'examen et pour viser une mention plus haute. Je sais que j'aurai mention bien, mais j'aurais visé la mention très bien, peut-être que je l'aurais pas. Moi, ça me fait très très peur parce que mes notes n'ont pas été géniales à cause de certains problèmes de santé et familiaux. Donc, ça m'inquiète, quoi. Je suis dans le flou. Je suis totalement, je suis déçue, quoi. Et ben voilà, ça vous donne quand même une idée. Ceux qui pensaient rattraper leur année au bac ne pourront pas le faire. Tout est basé sur le contrôle continu. Les lycéens avec Roman Oquet. Ah oui, la réaction des lycéens, et on va voir ce qu'en pensent tout de suite les parents d'élèves. Bonjour Rodrigo Arenas. Bonjour. Co-président de la FCPE, merci d'être en direct avec nous, syndicat de parents. Le contrôle continu, c'était finalement la bonne solution. En même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choix. Écoutez, en tout cas, c'était la solution que nous préconisions depuis le début du confinement, parce que comme nous sommes dans un réseau de Français de l'étranger aussi, qui aussi passe des épreuves, le ministre l'a rappelé, nous avions cette idée que la France n'était pas en dehors du monde et qu'elle avait elle aussi mettre des mesures drastiques longues pour faire face au Covid-19. Donc depuis le début, nous préconisions ces mesures en fait d'urgence qui ont été d'ailleurs rappelées hier par le chef du gouvernement et auxquelles le ministre semble répondre favorablement. Donc c'est entre guillemets une réussite pour les élèves d'avant tout de prendre en compte ce qui est objectivé et ce qui a correspondu à des notes en présentiel. Donc maintenant il y a les victoires certes pour les enfants, reste ensuite des points d'ombre, en tout cas de désaccord, notamment sur le fait de tenir compte des E3C quand on sait dans les conditions dans lesquelles elles se sont tenues. Il nous semble que ce n'est pas raisonnable de faire de cet examen quelque chose qui soit intégrable, comme si tout s'était bien passé sur ça. Voilà. Donc, Rodrigo Arenas, vous dites victoire, pardon, pour les élèves, mais vous avez entendu cette dernière élève qui dit « Moi, j'ai eu des problèmes familiaux, j'ai raté mon année au début, je pensais la rattraper après. Qu'est-ce qu'on fait pour elle ?» Alors, ça montre d'abord que l'école n'est pas faite pour les élèves les plus fragiles ou qui ont eu des situations de fragilité, soit permanentes, soit de façon conjoncturelle. Et donc, ça sera l'occasion aussi, en sortant de cette crise, d'inverser la grammaire de l'école, de se mettre d'abord à la place des plus fragiles. Mais pour cet élève, il m'a semblé comprendre, en tout cas, c'est ce que nous préconisons, qu'il y ait une session de rattrapage, notamment en septembre, qui soit mise en œuvre, c'est-à-dire quand on sera en condition de le faire, parce que pour cet élève comme pour les autres, il nous semble, en tout cas, c'est ce que nous remonte du parent, la préoccupation, c'est une préoccupation d'abord morale et psychique, c'est que tout le monde va faire le deuil en sortant de la période. Nous avons tous un voisin, un ami, une connaissance, parfois quelqu'un de notre famille qui a été victime du Covid-19, parfois en décédant, et que l'époque de troisième trimestre va être une période de reconstruction. Et plutôt que de mettre la pression en disant il va falloir que la vie reprenne comme si l'école était une armée napoléonienne, qu'il faut qu'elle avance coûte que coûte, il faudra au contraire faire en sorte que le lien entre les enseignants et les élèves soit d'abord de reconstruction. Les enseignants aussi ont besoin de faire le point et de
et de se remettre aussi dans des conditions normales, comme les élèves, comme tout le monde. C'est ça la priorité, c'est pas d'avoir obtenir un bac coûte que coûte, qui le bac d'ailleurs ne sanctionne pas que la terminale. Si les élèves passent le bac cette année, ou le BEP ou le CAP, c'est aussi parce qu'ils ont eu la maternelle et la primaire, et qui leur a appris à lire, écrire, compter, comme dit le ministre. Et tout ça aujourd'hui, par contre, c'est très compliqué. Je dis ça, c'est compliqué parce qu'on parle peu, par exemple, des CP qui sont en train d'apprendre à écrire ou à lire et qui vont emmagasiner aussi des retards qui devront être rattrapés non pas pendant les vacances, parce que les vacances doivent être un temps de pause, c'est un droit, c'est pas un cadeau où on doit travailler et s'occuper pendant les vacances, ça c'est la vie privée des gens, mais c'est au contraire de voir l'école dans sa globalité. Et le bac fait donc Rodrigo Arenas, il faudra rebâtir complètement. Il faudra rebâtir complètement. Oui. Absolument. Pas seulement pour les terminales, dès le départ, dès le CP. Exactement. Une école qui se fasse d'abord pour les plus fragiles, parce que si elle correspond aux plus fragiles, comme votre dernière interlocutrice, elle se fera aussi pour les élèves qui vont bien. Et c'est cette grammaire-là qu'il faut inverser. Et la pression, vous le voyez bien, aujourd'hui, elle est sur le supérieur qui doivent devoir prendre en charge et en compte ces élèves qui arriveront dans le supérieur avec quelques lacunes académiques, mais pas des lacunes humaines, pas des lacunes d'autonomie de travail, parce que les élèves vont vers l'autonomie de travail aussi en ce moment. Et aussi, la pression est évidemment sur les commissions d'harmonisation qui, elles, doivent tenir compte de l'état psychique des élèves plus que leur notation et plus que l'assiduité. L'assiduité dans la période actuelle, ça veut rien dire. C'est un peu crétin de mal noter des élèves parce qu'ils n'ont pas été en rupture numérique, par exemple. Eh bien, merci beaucoup, Rodrigo Arenas, de votre réaction à ce plan Blanquer pour le bac 2020, coprésident de la FCPE. Merci d'avoir été avec nous. Claude Lelièvre est aussi en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien de l'éducation. Cette situation de 2020, elle est à la fois inédite et historique. Elle est inédite parce que ça n'a jamais eu lieu, qu'il n'y ait pas d'épreuves nationalement faites, ouvertement, en même temps, etc., de terminale. Ça, c'est tout à fait nouveau parce que même en juin 40, même en juin 44, même en juin 68, où il y avait eu de fortes perturbations, il y a eu des épreuves. Certes, en 68, c'était uniquement des épreuves orales, 5 ou 7, passées en une journée par les candidats, avec d'ailleurs leur cahier journal, si on peut dire, avec eux, le jury sachant ce qu'ils avaient pu faire et le programme qui n'avait pas été fait. Voilà. Donc il y avait eu des épreuves. C'est la première fois que les choses vont se passer essentiellement sur la base de contrôle continu. Et donc on vit, Claude Lelièvre, un moment historique. On vit un moment historique parce que ça n'a jamais eu lieu. Et en même temps, c'est une aventure parce que jusqu'alors, le contrôle continu avait été pris, mais de façon totalement marginale dans tel ou tel type de bac. Donc, c'est aussi l'inconnu parce que ça n'a pas été expérimenté, en tout cas en France. Donc, il faut bien un début à tout, Claude Lelièvre. Au point de vue politique, qu'est-ce que vous notez Emmanuel Macron lorsqu'il dit « nous sommes en guerre », ça aussi, dans la bouche d'un président de la République, c'est inédit. Quand on est président de la République, on pèse ses mots. C'est inédit, mais je remarque que quand il y a eu une guerre véritable, c'est-à-dire en 44 ou en 40, les épreuves se sont quand même plus ou moins bien passées, mais passées. Donc c'est vraiment une guerre peut-être particulièrement importante. Quand vous dites plus ou moins bien, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en 40, elles se sont passées, mais dans certains coins, elles ont dû être interrompues. En 44, en général, elles se sont passées, mais quelquefois avec des alertes aériennes, des obus qui tombaient, enfin, c'était quand même assez anxiogène. Cela dit, en 44, elles se sont quand même effectivement passées, alors qu'il y avait eu le débarquement et qu'il y avait la guerre qui traversait la France. Alors évidemment, il n'y avait pas de guerre partout, mais quand même. Merci beaucoup, Claude Lelièvre, historien de l'éducation, d'avoir été quelques instants avec nous sur Europe 1. On va revenir maintenant, si vous le voulez bien, Pierre, sur l'intervention du Premier ministre. C'était hier soir, 1h30 de pédagogie sur TF1 avec des réponses directes aux téléspectateurs à des questions concrètes. Et puis cette phrase. Je veux dire aussi très clairement aux Français que le déconfinement, ça n'est pas pour demain matin. Car aujourd'hui, c'est la logique du confinement qui doit prévaloir. Elle doit prévaloir au moins jusqu'au 15 avril et peut-être plus longtemps si les consignes sanitaires l'exigent. Et quand je dis peut-être plus longtemps, c'est probablement plus longtemps. Autrement dit, il faut s'interroger sur la façon dont nous allons procéder le moment venu au déconfinement, mais il faut dire la vérité aux Français, ça n'est pas pour demain matin.
Et il faut dire la vérité aux Français, dit Édouard Philippe, qui nous dit que le confinement, c'est probablement plus longtemps qu'après le 15 avril. Mathieu Charrier, ce qu'il faut voir, c'est que le Premier ministre va désormais s'entourer d'experts pour travailler sur les modalités de ce déconfinement. Oui, il y a différents groupes, Pierre, qui sont au travail. D'abord, il y a le comité scientifique, vous savez, qui a rédigé un avis. C'est ce comité scientifique qui préconise au total 6 semaines de confinement et qui envisage un déconfinement par tranche, vous savez, par région. Sans doute d'abord les plus jeunes, les actifs aussi, tout en protégeant les EHPAD et les personnes âgées qui, elles, pourraient rester confinées plus longtemps. Ça doit être accompagné d'une campagne de tests massive pour savoir quelle part de la population est immunisée. Si c'est plus de 50%, le combat est gagné. C'est le boulot de 2 autres groupes de travail, chargés notamment de valider les tests sérologiques, les fameux tests par prise de sang, pour qu'ils soient efficaces. Il y en a actuellement des dizaines en développement. Il y a donc le groupe d'experts au sein de la Direction générale de la santé qui y travaille, et puis le CARE, le comité d'analyse, recherche et expertise. C'est aussi lui qui imagine un autre élément très important, celui du fameux tracking, pouvoir suivre les déplacements et contacts d'une partie de la population. Il y a un projet dans ce sens dont je peux vous parler qui s'appelle Covidia, qui est d'ailleurs bien avancé. L'idée, ce serait de collecter puis d'extrapoler les données de 300 000 volontaires français pour en faire un échantillon représentatif de la population. Ces personnes, elles fourniraient alors 2 informations, leur numéro de téléphone et le résultat de leur test coronavirus. Ensuite, en retraçant leurs déplacements grâce au smartphone, des formules mathématiques permettront alors de connaître notre taux d'immunité globale région par région. Voilà, tout ça est donc en cours de réflexion. La question, évidemment, c'est de savoir quelle stratégie le gouvernement choisira au final et peut-être tout simplement un mix de tout ce que je viens de vous détailler. Merci Mathieu Charrier, on va essayer de faire le tri. Il est 12h15. Europe 1.